Bien, ce cours s'appelle, a un nom pas très évident, la combinatoire additive quadratique. Ce n'est pas tout à fait clair ce que ça veut dire. Je vais expliquer un peu pendant cette séance. Mais je suis conscient que ce cours suit le cours que j'ai donné l'année dernière, qui s'appelait la combinatoire additive linéaire. Je suis conscient qu'il y a pas mal de monde ici qui n'ont pas assisté à mon cours de l'année dernière. Donc je vais récapituler un peu, mais pas trop, parce qu'il est nécessaire de voir quelques idées du cours de l'année dernière, surtout l'analyse de Fourier discrète et la manière dont on s'en sert pour prouver les résultats. Je vais commencer par donner l'énoncé d'un théorème très connu qui servira comme cible pour un petit peu comme un cible pour le cours. C'est le théorème de Semeredi qui inspire pas mal de ce dont je vais parler. Alors ça, pour chaque delta et chaque entier k, il existe un entier n tel que pour tout ensemble A, un sous-ensemble des entiers jusqu'à n, avec de taille au moins delta fois n, ou de densité au moins delta, il existe une progression arithmétique de taille k qui est un sous-ensemble de A. C'est-à-dire il existe A et D non zéro tel que A plus D jusqu'à A plus K moins 1 D sont tous des éléments de A. A contient une progression arithmétique de taille K. L'année dernière, j'ai prouvé ce théorème dans le cas K égale 3. Et ça, c'est un théorème de Roth. Qui est beaucoup plus facile que le cas général. Mais quand même, pas du tout trivial, mais beaucoup plus facile que le cas général. Et cette année, je vais commencer par vous donner, ça j'espère de faire aujourd'hui, de vous donner une preuve d'un théorème qui est étroitement lié au théorème de Roth, et c'est le suivant. C'est une variante du théorème de Roth, qui est un théorème de Meshulam, mais la preuve est à peu près pareille, qui est pour chaque delta, il existe n tel que pour tout sous-ensemble A de F3 puissance n, F3 le corps fini de 3 éléments, tel que la densité de A est au moins delta, il existe X et D non zéro
tels que x plus d, x plus 2d sont des éléments de A, mais il y a une formulation équivalente qui est un peu plus esthétique, c'est-à-dire il existe x, y, z tel que x plus y plus z égale 0 et dans l'ensemble A. Parce que si on regarde, on a x plus x égale 0, parce qu'on est dans F3 puissance n, et d plus 2d, ça fait 3d, et on a 0. Ou une autre manière de le voir, si x plus y plus z égale 0, alors x plus z égale 2 fois y, et donc on a une progression arithmétique de taille 3. Et comme j'ai dit, je vais prouver ce théorème-là aujourd'hui, et ça servira comme modèle de ce qu'on peut faire avec l'analyse de Fourier linéaire. Et on va voir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et ce qu'on doit faire si on veut. Et, plus tard dans le cours, je vais prouver que... peut-être je vais le constater tout de suite. Oui, je ne vais pas vous le donner formellement, mais je vais faire quelque chose exactement comme ça, sauf que si on veut parler des progressions arithmétiques de taille 4, il faut avoir un nombre premier qui est plus grand que 3, parce que ça ne fait aucun sens. Alors, on peut parler de F5 puissance n, et à part ça, je vais avoir x plus d, x plus 2d, x plus 3d, et je vais prouver exactement ça. Si on a un sous-ensemble de F5 puissance n, un sous-ensemble dense, on peut trouver là-dedans une progression arithmétique de taille 4, mais pour ça, il faut avoir des méthodes quadratiques, et pas que des méthodes linéaires. Je vais expliquer ce que ça veut dire, mais c'est pour les théorèmes comme ça qu'on a besoin de quelque chose un peu plus puissant que l'analyse de Fourier normale. Alors, maintenant je vais passer une demi-heure avec des notations et des choses comme ça. Je suis désolé, mais il faut le faire. Bien, soit X, un ensemble fini, et F, une fonction de X jusqu'au nombre complexe. On écrit l'espérance sur x de f, c'est juste ce qu'on imagine. Mais on utilise cette notation tout le temps dans ce domaine. Et on peut définir, si on a deux fonctions, un produit scalaire. Je ne vais pas toujours écrire dans x, élément de x, juste si j'écris espérance sur x, c'est le contexte, s'il est clair du contexte que x est un élément de x, je peux l'écrire comme ça. F de x, g de x. Mais ce qui complique les choses,
et que de temps en temps, on a besoin du produit scalaire un peu plus connu, où on utilise la somme et pas l'espérance. Donc on a deux produits scalaires, où on peut utiliser la somme. Et je vais parler un peu plus tard de quand on veut utiliser l'espérance et quand on utilise la somme. Ce n'est pas trop compliqué, mais il faut parler d'autre chose avant. Et donc on a aussi la norme L2, et je vais dire que la norme LP avec un L majuscule, ça va être défini comme ça. Et norme P avec un L minuscule et la norme avec la somme. Et bien sûr, la norme infinie et le maximum. Et s'il est clair, si on sait de quel des deux je parle, je vais écrire FP. Donc maintenant, je vais grimper un peu, c'est-à-dire j'ai commencé avec un ensemble, maintenant on va avoir un peu de structure, je vais parler des groupes. Bien. Maintenant, soit G, un groupe abélien fini. Comme vous savez, et comme vous le savez, un caractère sur G est une fonction, est un homomorphisme qui de G jusqu'à le cercle d'unités de nombres complexes. Et on écrit qui 1, qui 2, égale qui 1, comme ça. Et comme ça, on a une opération binaire sur les caractères. Et les caractères forment un groupe. Alors, G dual et le groupe des caractères avec cette opération. Et quelques faits importants. Je vais écrire qui 0 pour le caractère trivial. Donc si qui est un caractère non trivial, alors
l'espérance sur x de... Je vais dire... Alors, il existe y tel que... qui de y n'égale pas 1. Et on a une petite astuce très bien connue. Je peux changer de variable comme ça, égale et donc parce que qui de y n'est pas 1, on n'a que l'espérance de qui de x égale 0. Et on peut en déduire que si qui 1 n'égale pas qui 2, alors qui 1, qui 2 égale 0. Parce que si on développe ça, on arrive à l'espérance sur x de qui 1 de x de qui 2 de x conjugué. Et on peut utiliser ce fait-là et on arrive à 0. Et donc les caractères sont orthogonaux. Et donc la taille du groupe dual est au plus la taille du groupe. En utilisant la classification des groupes abéliens finis, on peut montrer qu'il y a un ensemble de caractères distincts de la taille de G. Alors, on a égalité. Ça, je ne vais pas prouver parce que c'est assez bien connu. Et on a même que le groupe dual est isomorphe au groupe, mais de façon non naturelle. Et on n'utilise presque jamais cet isomorphisme, sauf un peu dans la notation, mais pas de façon sérieuse. Mais on a aussi que le groupe dual du groupe dual est isomorphe au groupe, et ça, c'est un isomorphisme naturel. Mais ce n'est pas très important pour nous, mais c'est juste quelque chose qu'il faut. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui... Je pense que c'est tout, et je peux passer à la transformation de Fourier. Ah non, il y a quelque chose d'autre que je voulais dire. On va parler beaucoup du cas où G est le groupe Fp puissance n, où Fp est le corps fini de taille P. Et les caractères sont comme ça, où oméga p égale une racine d'unité primitive, et A.x, ça veut dire c'est
le produit scalaire dans Fp. On peut vérifier facilement que c'est un caractère. Et il y a P puissance n possibilités pour A. Et donc, on a tous les caractères. Et on peut vérifier aussi, c'est très facile, que qui A qui B égale qui A plus B. Et voilà, c'est l'isomorphisme non naturel de Fpn et Fpn dual. Mais de temps en temps, il est important de distinguer les deux. Et donc, je vais de temps en temps écrire Fp puissance n dual, même si c'est isomorphe Fp puissance n. Et maintenant, je peux expliquer quand on utilise les sommes et quand on utilise les espérances. Quand je parle d'un groupe, sans rien dire de plus, je vais utiliser les espérances. Et quand je prends le groupe dual, je vais utiliser les sommes. Et la raison est qu'on veut toujours avoir des quantités d'ordre de grandeur 1. Et si on utilise cette normalisation, c'est ce qu'on... La plupart du temps, on a des quantités d'ordre de grandeur 1. Et comme ça, on peut vérifier qu'on n'a pas fait des erreurs, choses comme ça. Alors, il me convient d'utiliser cette normalisation. Et bien maintenant, l'outil central de ce cours. Soit j'ai un groupe abélien fini, et soit f une fonction de g jusqu'à c, la transformée de Fourier de f et la fonction f chapeau de G dual au nombre complexe, défini par f chapeau de qui égale l'espérance sur x de fx qui de x conjugué, c'est-à-dire le produit scalaire de f et de qui. C'est-à-dire on développe la fonction f en termes des fonctions orthonormaux des caractères qui, on sait, nous donnent une base orthonormale. Et l'exemple clé pour nous, si G égale Fp puissance n, alors F chapeau de
qui A, le caractère que j'ai défini là-bas, égale l'espérance sur x de fx multiplié par oméga p puissance moins a point x. Et peut-être plus tard dans le cours, je vais arrêter d'écrire qui a et je vais juste écrire a. Alors, parce que c'est plus facile de l'écrire. Mais... il y a quelques propriétés qu'on utilise tout le temps. Je vais commencer par quelque chose d'assez élémentaire. Et ces propriétés, j'ai prouvé l'année dernière. Je ne vais pas les répéter aujourd'hui parce que si vous... j'imagine que la majorité d'entre vous l'ont vu, mais sinon, ce sont des exercices assez utiles de faire. Je les recommande comme des exercices. Alors, d'abord, l'application qui envoie f à la transformée de Fourier de f est une fonction linéaire. C'est clair tout de suite, la définition. Moins clair, mais est que f chapeau g chapeau égale f g. C'est l'identité de Parseval. Mais c'est parce que les caractères sont orthogonaux et donc cette fonction-là est juste une fonction linéaire unitaire, comme ça. Je ne sais pas si c'est le mot juste. Une application unitaire, une rotation, voilà. Mais donc on peut vérifier ça si on veut. On peut utiliser la définition et faire un peu d'algèbre et arriver à ça. La deuxième chose qu'on utilise beaucoup est la loi de convolution. Donc on définit f étoile g, la convolution de f et g de x égale l'espérance sur y et z tel que y plus z égale x de fy g de z. Et la loi de convolution nous dit que la transformée de Fourier d'une convolution est très simple. C'est juste le produit. Et la troisième propriété est la loi d'inversion. C'est que f de x égale la somme sur qui dans le groupe dual de f chapeau qui de qui
multiplié par qui de x. Et je veux juste souligner que chaque fois que j'ai quelque chose, ici il y a une fonction définie sur le groupe G, donc j'ai utilisé l'espérance. Ici j'ai une fonction définie sur le groupe dual, donc j'ai utilisé la somme. Et si on fait toujours ça, on n'a pas besoin des facteurs de normalisation comme la taille de G ou quelque chose comme ça. Tout est égalité tout de suite. Formule de l'inverse, je ne sais pas comment c'est le nom officiel en français, mais quelque chose comme ça. Nous, la raison pour laquelle l'analyse de Fourier est utile dans la combinatoire est que si on a un sous-ensemble d'un groupe, par exemple, un groupe abélien fini, on peut prendre sa fonction caractéristique et on peut utiliser l'analyse de Fourier pour analyser la fonction caractéristique, et comme ça on arrive à beaucoup d'informations sur l'ensemble de soi-même. On va voir comment ça marche un peu plus tard aujourd'hui. Mais alors, il y a quelques propriétés qui sont des propriétés que pour les fonctions caractéristiques. Alors, soit A un sous-ensemble de G, j'ai écrit 1 A pour la fonction caractéristique de A. Alors, peut-être que je devrais écrire qui 0 et pas 0, juste pour être plus consistant, égale l'espérance sur x et qui 0, je vais l'écrire, après l'effacer parce que c'est toujours 1. Et ça, c'est la probabilité que si on choisit un x au hasard dans le groupe, on a un élément de A, c'est-à-dire c'est la densité de l'ensemble A. Donc la densité, on n'a pas besoin de toute l'analyse de Fourier, mais voilà, on a une interprétation de la densité d'un ensemble en termes de la transformée de Fourier de la fonction caractéristique de l'ensemble. Et ça peut être utile, mais aussi on a que la somme des carrés des valeurs absolues des coefficients de Fourier de la fonction caractéristique de A. Ça, c'est la norme L2 avec un L minuscule de la transformée de Fourier de la fonction caractéristique de A. Et par l'identité de Parseval, c'est la norme. Oui? Vous ne mettez pas un sur le cardinal de X? Pardon, je n'ai pas entendu. Est-ce qu'on ne peut mettre pas un sur le cardinal de grand X devant la somme des qui? La formule
ici. Ouais. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre devant la formule que vous écrivez 1 sur le cardinal de x? Pas de g, du coup. C'est la norme de f. Ça c'est par définition. Ah, peut-être parce que c'est le... Mais alors, du coup, la deuxième norme, c'est la norme. Ça c'est la convention. Chaque fois que j'ai une fonction définie sur le groupe dual, j'utilise les sommes. Et alors, la norme là n'était pas la même norme que la norme ici. Donc c'est quelque chose qu'il faut... je vais faire ça pendant tout le cours, je vais faire des choses comme ça. Oui, mais je suis content que vous m'avez posé la question pour juste être sûr de ce qu'on fait. Et alors ça, c'est l'espérance sur x par définition, mais cette fonction prend les valeurs 0 et 1. Je vais l'écrire parce que c'est le premier cours. Et encore une fois, on a la densité de A. C'est-à-dire, la densité de A, on a deux expressions pour la densité de A en termes des coefficients de Fourier de A. On peut prendre que le coefficient du caractère trivial, mais on peut aussi prendre la norme L2. Il y avait quelque chose d'autre, je crois, mais... Non, peut-être pas. Non, je pense que je suis prêt à vous donner la preuve du théorème de Meshulam. Alors, peut-être que je vais réécrire le théorème, mais avec un peu moins de... Pardon. C'est ça qu'on va prouver. Bien, d'abord, l'idée de base est que on ne va pas essayer de trouver un triple x, y, z avec ces propriétés-là. Mais à la place, on va juste compter le nombre de x, de triple x, y, z, et si le nombre n'est pas 0, on est bon. Donc, je vais juste écrire une expression. On va examiner cette expression-là. C'est l'espérance si je choisis x, y et z au hasard, tel que x plus y plus z égale 0, que x, y et z sont tous les trois des membres de l'ensemble A. Si ça n'est pas 0,
on a un triple x, y, z tel que x plus y plus z égale 0. Il y a une petite complication. Il est important que ce triple n'est pas un triple trivial comme xxx, un triple dégénéré. Donc il faut... Mais le nombre de triples comme ça est très petit parce que la probabilité que x égale y est petite. Donc, si on peut prouver que c'est pas que non zéro, mais un tout petit peu plus grand que zéro, donc on aura la preuve. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va noter que c'est la convolution de A 3 fois évaluée à 0. C'est le nombre de... c'est vrai par définition, mais voilà. Et bien, j'ai pas... Peut-être il y a quelque chose que je n'ai pas dit, mais la convolution est une opération associative. Ça, on peut vérifier facilement. Et la loi de convolution, si on a 3 fonctions et ce qu'on imagine et tout ça. Donc en utilisant ça, on voit que... d'abord, je vais utiliser la formule pour l'inverse. C'est la somme sur... Peut-être maintenant, je ne vais pas écrire qui A, mais juste A. Alors, c'est A, élément de F3N dual. Ça c'est une notation pour qui A. Tout ça, chapeau A. Oméga de 3 puissance A point X. Et maintenant, par la loi de convolution, on sait exactement ce qu'on a là. On a... Qu'est-ce que c'est x à la fin de votre dernière ligne? Ah oui, merci beaucoup. X égale 0, parce que c'est évalué à 0. Si j'avais un x en général, oui, vous avez raison, je peux... X égale 0, donc c'est 1 là. Et c'est ça. Et maintenant, je vais faire quelque chose qui a l'air un peu bête. Je vais prendre cette somme-là et je vais la diviser en 2 parties. Comme ça. Cette partie-là, on sait exactement ce que c'est parce que A est un ensemble de densité alpha, et donc, parce que j'ai dit avant, le coefficient de Fourier trivial égale alpha. Et donc, ça égale alpha au cube. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous parce que alpha au cube n'est pas 0, c'est un nombre positif.
Donc on a la possibilité de... La seule chose qui peut nous embêter, c'est la somme là est négative et il y a une constellation. Mais ici, on peut, et une bonne idée de réfléchir un peu. Si A est un sous-ensemble aléatoire de F3 puissance n, pour chaque triple x, y, z, la probabilité que x, y et z sont tous des membres de A va être alpha au cube, et donc, à peu près, et donc l'espérance de cette somme-là va être alpha au cube. Alors cette partie représente ce qu'on attend si A est choisi au hasard. Cette partie-là, c'est la déviation du hasard, c'est-à-dire la partie... si la partie-là est petite, on peut dire que A est quasi aléatoire. C'est une idée très importante dans tout le domaine de la combinatoire additive. Cette idée des ensembles quasi aléatoires, des fonctions quasi aléatoires. Alors, on va voir ce qu'on peut dire si cette partie n'est pas petite. Alors, je vais commencer par une inégalité très simple. Multiplié par la somme des valeurs absolues carrées. Ici, je n'ai pas écrit A non zéro parce que c'est toujours vrai si j'ai une inégalité là. Et cette expression-là, je sais exactement ce qui c'est égal. Parce que ça, on sait égale la densité de A. On a vu il y a quelques minutes. Alors, égale alpha fois le maximum. Et donc, si si cette expression est moins que alpha cube sur 2, alors il existe, il s'ensuit que cette expression-là est plus grand que alpha cube sur 2, grâce à l'identité là-bas. Alors il existe A non zéro tel que
le coefficient de Fourier est plus grand que alpha carré sur 2, plus grand, strictement plus grand que alpha carré sur 2. Peut-être je vais... Bien, je vais peut-être remplacer l'inégalité stricte par une inégalité, mais ce n'est pas très grave. Et alors, maintenant, l'idée est de voir ce qu'on peut dire si on a un coefficient de Fourier non trivial qui est assez grand comme ça. Alors, je vais développer, en utilisant la définition, l'espérance sur x de est au moins alpha carré sur 2. Et maintenant, je vais introduire une idée qui, pour des raisons techniques, est utile. C'est la fonction équilibrée de A. Soit fa de x égale à 1 a de x moins alpha. Et on a que fa chapeau de a égale 0 si a égale 0, parce que si on développe ça, on a l'espérance de fa de x fois 1, et l'espérance de fa de x est alpha moins alpha égale 0. Et si a n'est pas 0, c'est exactement ce qu'on avait avant. Et ça, c'est parce que la transformée de Fourier d'une fonction constant, à 0, on obtient le constant, et pour tout autre coefficient, en utilisant le truc dont j'ai parlé au début, l'espérance d'un caractère est 0, d'un caractère non trivial est 0, on a 0. Alors ça ne change rien, sauf si a égale 0. Donc ici, on a par hypothèse que a n'est pas 0, et donc on peut dire que l'espérance sur x de fa de x est plus grand que alpha carré sur 2. Et maintenant, je vais faire des petits calculs pour démontrer que cette inégalité a des conséquences utiles. Alors, ça égale je vais mettre une inégalité
je vais diviser l'espérance là en 3 parties selon la valeur de A point X, qui va être 0, 1 ou 2, parce que c'est un membre de F3. Alors c'est... et je vais utiliser l'inégalité triangulaire. Alors A point X égale 0, FA de X, plus l'espérance A point X égale 1, FA de X, plus l'espérance A point X égale 2, FA de X. Pourquoi? Peut-être j'aurais dû écrire une ligne entre les deux, mais quand A.x égale 1, on a un facteur oméga puissance moins 1 qu'on met devant cette espérance-là, mais j'ai pris la valeur absolue, et la valeur absolue de oméga puissance moins 1 et 1, et donc je n'ai pas besoin de l'écrire. Et également, il y a oméga puissance moins 2 qu'on peut effacer grâce aux valeurs absolues. Si je... Juste pour éviter de devoir réécrire toutes ces expressions tout le temps, je vais appeler la quantité là R entre les valeurs absolues, R, S et T. Alors, on n'a que alpha carré sur 2 et moins que R plus S plus T. Le maximum est au moins alpha. J'ai oublié de diviser par 3. Et donc, le maximum doit être plus grand que alpha carré sur 2. Mais R plus S plus T égale 3 fois l'espérance de FA. Et l'espérance de FA est 0. Alors, R plus S plus T égale 0. L'espérance de... C'est pour ça que j'ai remplacé la fonction caractéristique de A. C'est pour pouvoir faire cette partie-là d'argument. Il y a un 3 là. Oui, je pense que vous devez le mettre dans la ligne en dessous aussi, non? Le maximum est au moins la moyenne. Alors, ce maximum est plus grand que au moins la moyenne, donc voilà. C'est ça que... Bon, pas de problème. C'est toujours... je souhaite des questions comme ça, juste pour que tout le monde peut suivre. Et donc, si, par exemple, le maximum est t et t égale t négatif, en ce cas, on peut dire que 1 de R et S est au moins la moitié de la taille de t, et donc le maximum de R, S, T sans les valeurs absolues est au plus alpha carré sur 4. Je répète,
si le maximum et la valeur absolue de t était positive, tout va bien. Si par contre t est négatif, au moins un de R et de S doit être positif avec au moins la moitié de la valeur absolue de t. Et on arrive à cette conclusion-là. Et donc, il y a un sous-espace affine V qui prend la forme l'ensemble de x tel que a.x égale i, où i égale 0, 1 ou 2, de codimension 1, tel que l'espérance sur x, un élément de V de FA de x est plus grand que alpha carré sur 4. Et maintenant, je rappelle la définition de FA. Peut-être que je vais... Voilà. Voilà. La densité de A, la densité relative de A dans le sous-espace V, qui est ça, égale alpha plus l'espérance de F alpha et qu'est-ce qu'on a trouvé maintenant? On a trouvé un sous-espace de codimension 1 dans lequel la densité de A a augmenté. La densité de A dans F3 puissance n était alpha. Maintenant, on a un sous-espace dans lequel la densité est alpha plus alpha carré sur 4. Et maintenant, on peut répéter. Soit il y a une solution, s'il n'y a pas de solution de x plus y plus z égale 0 dans ce sous-espace, on répète cet argument et on arrive à un sous-espace de codimension 2 dans lequel la densité est au moins alpha plus alpha carré sur 4 plus tout ça carré sur 4 et on peut continuer, mais on ne peut pas continuer sans fin parce qu'après un certain temps la densité arrive à 1 dépasse 1 qui est impossible et donc à un certain point on a une contradiction. Il doit y avoir une progression arithmétique ou une solution de cette équation là. Si n est suffisamment grand pour que on peut répéter le nombre de fois qu'il est nécessaire pour que la densité originale devienne plus grand que 1. Donc je vais faire, la preuve est à peu près finie, mais je vais faire ce qu'en anglais on dit back of envelope, les calculs qu'on fait sur le dos d'un enveloppe.
Mais juste pour vous donner une idée de la grandeur de n nécessaire pour que cet argument marche. Donc, il y a quelque chose que je n'ai pas précisé, mais on a un sous-espace affine, pas un sous-espace linéaire de F3 puissance n, mais un sous-espace affine de F3 sur n à puissance n est isomorphe à un sous-espace isomorphe à F3 puissance n-1 dans un sens qui est nécessaire pour que l'argument marche. L'idée d'une progression arithmétique est une idée affine et pas une idée linéaire. Si on ajoute U si x plus y plus z est une solution, x plus u plus y plus u plus z plus u égale 0 en même temps. Et donc, pour nous, un sous-espace affine est juste, comme j'ai dit, isomorphe à F3 puissance n-1, et pour ça, on peut répéter, on peut itérer cet argument. Et dans ce cas, on peut répéter jusqu'à ce que la densité dépasse 1. Ça c'est l'idée de la preuve. Je vais donner quelques détails, mais peut-être pas. Je ne vais peut-être pas être tout à fait précis. Mais si on répète 4 sur alpha fois, chaque fois la densité va augmenter par au moins alpha carré sur 4. Et donc, en gros, en tout, on va augmenter la densité par au moins alpha. Et donc, la densité multiplie ou se multiplie par au moins 2. Et donc, le nombre de répétitions possibles et au plus 4 sur alpha plus. On fait un premier tranche de répétition pour doubler la densité. Maintenant, la densité est 2 alpha au moins. Donc, on répète tout cela et le nombre de répétitions pour doubler une deuxième fois et au plus 4 sur 2 alpha, 4 sur 4 alpha, égale 8 sur alpha. Le nombre de répétitions ne peut pas être plus de 8 sur alpha. Et peut-être maintenant, c'est où je ne veux pas. Valeur entière supérieure. C'est 4 sur alpha en valeur entière supérieure. Oui, je vois ce que vous dites. Je ne suis pas sûr si. Est-ce qu'on arrive à. Je ne suis pas sûr si on doit mettre ça ou ça. Oui, peut-être. Ah, c'est. Voilà. OK. Pour être sûr,
ça, c'est plus vrai, mais Non, mais ça fait infini. si j'écris. Ah non, 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 en fait, là, on a ajouté 1 à l'infini. C'est pas grave. On- Ça va rater, hein. En gros, C sur alpha, et je pense que 16 va être sûr. Mais c'est à ce moment, il y a toujours le problème qu'il faut que... Alors en gros, on a besoin de 16 sur alpha dimensions pour qu'on puisse faire toutes ces répétitions. Mais également, il faut être sûr que chaque fois, si ça doit être plus que le nombre, l'espérance. Pour pouvoir dire qu'on a une vraie progression arithmétique, il faut qu'on ait cette inégalité-là. Il faut que le nombre de progressions est plus grand que le nombre de progressions dégénérées où on a x égale y égale z. Mais ça ne change pas grand-chose. La même borne qu'on obtient pour le nombre d'itérations. J'espère que vous me croyez que si on fait ce calcul, on découvre que ce n'est pas très important. Et donc on arrive au théorème qui dit que si n est au moins 16 sur alpha, et A est un sous-ensemble de F3 puissance n, alors A contient un triple dont la somme égale 0. Il y a toute une histoire de cette borne-là, parce que dans l'autre direction, les constructions... je vais vous donner juste pour... dans un moment, je pense que je vais faire une petite pause de 5 minutes, mais juste avant ça, je vais parler un peu des bornes inférieures. C'est-à-dire, si on veut construire un sous-ensemble de F3 puissance n qui ne contient pas une solution, qu'est-ce qu'on peut faire? Et un exemple assez facile, 0,1 puissance n. Alors ça, la taille de cet ensemble est bien sûr 2 puissance n. Ici, on voit qu'on peut... Alors, n égale 16 sur alpha, c'est-à-dire alpha égale 16 sur n. Alors, on a prouvé que si la taille est plus grande que 16 sur n fois 3 puissance n, on a une solution. Voilà, on n'a pas une solution, mais 2 puissance n est beaucoup moins grand que 16 sur n fois 3 puissance n. Et pour l'instant, tout ce qu'on sait faire est de trouver un petit exemple
et de faire un produit de ce petit exemple. Et comme ça, on peut obtenir un constant c puissance n, où c est un peu plus grand que 2, mais moins que 3. Et l'histoire a continué quand Bateman et Katz, Michael Bateman et Nets Katz, une borne inférieure au supérieur de n puissance moins 1 plus epsilon multiplié par 3 puissance n suffit pour garantir qu'il y a x plus y plus z. Et c'était une preuve assez compliquée. Et il y a, je ne sais pas, 5 ou 6 ans, il y avait un article qui a un peu révolutionné cette partie de la combinatoire additive. Il y avait un article de Kroot-Levepar qui a trouvé une borne supérieure, exponentielle comme ça, pour un problème qui était un peu différent, mais c'était dans Z4 puissance n à la place de F3 puissance n, mais Jordan Ellenberg, et Dion Greifswald ont utilisé les méthodes pour trouver une borne supérieure de forme B puissance n, où B est moins grand que 3. Donc il y a une preuve, et la preuve est plus simple que la preuve que je viens de vous donner ici. Et vous pouvez peut-être vous demander pourquoi je vous ai donné une preuve qui est un peu plus compliquée, qui donne une borne qui est pire que... Il y a deux réponses à cette question. Première réponse, j'ai déjà, dans un cours d'il y a 2 ans, donné la preuve de Ellenberg et Greifswald, et on n'a pas le droit de répéter trop ce qu'on fait dans ces cours au Collège de France. Deuxième raison, personne ne sait généraliser l'argument d'Ellenberg et Greifswald aux progressions plus grandes que 3. Et alors, c'est ça dont je veux parler pour la plupart de ce cours. Et donc, il faut comprendre un peu l'argument pour les progressions de taille 3. Et il faut comprendre cette preuve, parce que c'est cette preuve que je vais utiliser je vais développer un peu. Et voilà. Donc, peut-être on peut... Il est 11h18. Peut-être on peut recommencer à 11h25, quelque chose comme ça. Et maintenant, je vais parler un peu plus de cette idée d'un ensemble quasi aléatoire pour expliquer la raison pour laquelle l'analyse de Fourier discrète ne suffit pas pour prouver des résultats concernant les progressions arithmétiques de taille 4. Et de plus, pour expliquer pourquoi ce cours s'appelle la combinatoire additive quadratique. Je vais vous donner un exemple d'un sous-ensemble de Fp puissance n. Et c'est l'ensemble de tout x tel que
x.x égale 0, c'est-à-dire la somme des carrés des coefficients de x égale 0. Ce n'est pas du tout un sous-espace linéaire, c'est un ensemble un peu bizarre. Et je vais d'abord vous démontrer que les coefficients non triviaux de Fourier sont tous très petits. Et alors, dans le sens dont j'ai parlé avant, l'ensemble A est quasi aléatoire. Le nombre de... bien. Alors, je vais faire le calcul. Soit A, un élément de FP dual. Et maintenant, je vais faire quelque chose parce que si je ne fais pas, je vais pas pouvoir m'empêcher. J'aime bien écrire A de x à la place de 1 A de x parce que c'est plus rapide. Et donc, A chapeau de A égale l'espérance sur x de AX de oméga p puissance moins A puissance x. Et AX, on peut l'écrire comme ça, AX égale 1 x.x égale 0 de x. Peut-être que ce n'est pas une belle notation, mais on peut réécrire ça comme... On peut utiliser une petite astuce qui est très utile dans beaucoup de contextes. Comme ça. Juste pour expliquer, si x.x égale 0, on a 1, et alors l'espérance égale 1. Si x.x n'égale pas 0, on a toute une somme des caractères de fp, on a 0. Si on réfléchit un peu, on voit que on a pris la transformée de Fourier de la fonction caractéristique de 0, choses comme ça. Et alors, ça, on peut réécrire en utilisant cette astuce-là et en changeant l'ordre des espérances. L'espérance sur U, l'espérance sur X, oméga P de U x.x moins A.x. Et maintenant, pour la première fois, mais pas du tout la dernière fois de ce cours, je vais utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Je vais utiliser l'inégalité l'espérance de x carré est au plus l'espérance, c'est-à-dire que la variance d'une variable aléatoire ne peut pas être négative, bien sûr, pour dire que la valeur absolue carrée de A chapeau de A est au plus, je veux dire, l'espérance sur U de
Et je vais réécrire ce qu'on a là un tout petit peu. UX moins A point X carré. J'ai fait deux ou trois choses en même temps là. J'ai pris la valeur absolue de toute l'expression, mais j'ai fait comme ça. Et maintenant, je vais développer cette partie-là. Alors, et c'est quelque chose qu'on fait tout le temps quand dans ce domaine. C'est-à-dire développer les valeurs absolues carrées d'une somme. Et on arrive à oméga p ux moins a point x moins uy moins 1 point y égale oméga p et à ux.x moins uy point y que je peux écrire comme x plus y, x moins y. Ça me donne x.x moins y.y multiplié par u moins a point x moins y. Et maintenant, je peux changer les variables. Je vais appeler x plus y, je vais appeler v, et x moins y, je vais appeler w. Alors, je veux le réécrire. C'est uv moins a point w. Ça me convient plus. Voilà. Il faut garder en tête que U est un élément de Fp et V, A et W sont des éléments de Fp puissance n. Alors ça, c'est un scalaire et les autres sont des vecteurs. Et ici, on a une expression d'un type qu'on est toujours content à trouver, parce que l'espérance sur W... On peut faire la transformation pour P égale 2 ? Non, on va... il faut que P soit plus grand que 2, mais pour nous, on va parler des progressions arithmétiques de taille 4, et donc P pour nous va être plus grand même que 3. Et cette partie marche quand P égale 3. Mais ça... si on considère l'espérance sur W, on voit que si cette partie n'est pas 0, on arrivera à 0. Et si cette partie égale 0, on aura 1. Alors tout ça, on peut dire égale la probabilité sur U et V que UV égale A.
C'est ça qu'on obtient. Il y a deux cas. Si A égale 0, alors il y a deux façons d'arriver à 0, soit U égale 0, soit V égale 0. La probabilité que V égale 0 est très petite, et P puissance moins n, alors cette probabilité est à peu près P puissance moins 1. Alors ça c'est le coefficient de Fourier trivial. Alors on obtient le résultat que la probabilité que x, point x égale 0 est très proche à 1 sur P, ce qu'on imaginerait. Et sinon, il est à peu près... Alors, pour arriver à A, il faut que V soit... UV choisit presque uniformément, pas exactement, mais on arrive à peu près P puissance moins n. C'est pas exactement ça, mais c'est pas loin de ça. Et donc, si A n'égale 0, le coefficient de Fourier à A est vraiment très petit. Si on utilise l'inégalité de Parseval, on voit que la somme de tous les coefficients de Fourier égale alpha. Dans notre cas, c'est à peu près P puissance moins 1. Et alors, il faut que le nombre de coefficients de Fourier est P puissance moins n. Et donc, juste par... il faut qu'il y ait des coefficients de à peu près cette taille-là. Juste si on considère la moyenne. Et donc, ça nous dit que les coefficients de Fourier de cet ensemble-là sont aussi petits que possible, étant donné la densité de l'ensemble A. Bien. Pourquoi je vous donne ça? Parce que maintenant, je vais montrer que l'ensemble A est quasi aléatoire si on s'intéresse aux progressions de taille 3, mais pas si on s'intéresse aux progressions de taille 4. Alors, je ne vais pas prouver que... On a déjà vu que la densité de A est à peu près P puissance moins 1. On peut montrer aussi que le nombre, l'espérance x plus z égale 2y de A de x, A de y, A de z, c'est-à-dire la probabilité que si on choisit au hasard une progression arithmétique de taille 3, tous ces éléments vont être des éléments de A. Si A est choisi au hasard, on imagine que ça va être à peu près P puissance moins 3. Et c'est le cas. Et la preuve est presque la même que la preuve que je vous ai donnée avant, pendant la preuve
qu'un sous-ensemble dense de F3 puissance n doit contenir. Alors, le premier cas, si les coefficients sont petits, on a à peu près le nombre de progressions arithmétiques qu'on trouve dans un sous-ensemble choisi au hasard. Le même argument nous donne ça. Et alors, maintenant, il y a une autre observation qui montre que ce n'est pas du tout le cas, que si je considère... Bien, maintenant, on va s'intéresser à ça, ce qui compte le nombre de progressions arithmétiques de taille 4. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette expression-là? Qu'est-ce qu'on sait? Si x.x égale x plus d point x plus d égale x plus 2d point x plus 2d égale 0, c'est-à-dire si x plus d et x plus 2d appartiennent tous à l'ensemble A, alors x plus 3d point x plus 3d égale, on peut vérifier que c'est 3 x plus 2d point x plus 2d moins 3 x plus d x plus d plus x point x. Et ce n'est pas une coïncidence qu'on a des coefficients de Pascal, du triangle de Pascal 1, 3, 3, 1. Mais c'est une identité qu'on peut vérifier facilement, ou même il y a des raisons, bien sûr, pour lesquelles c'est vrai. Et donc, on voit que si x plus d, x plus 2d appartiennent à l'ensemble, forcément, x plus 3d appartient à l'ensemble aussi. Et donc, ça est aussi à peu près p puissance moins 3, parce que la probabilité que les trois premiers éléments appartiennent à A est p puissance moins 3, et la probabilité que x plus 3d appartient à l'ensemble, étant donné que x plus d, x plus 2d appartiennent à A, est 1. Mais si A était quasi aléatoire dans le sens qu'on veut, pour analyser les progressions arithmétiques de taille 4, on devrait avoir p puissance moins 4 ici, parce que si on choisit un ensemble au hasard, la probabilité que ces 4 éléments seront des éléments de A va être p puissance moins 4. Bien, il y a deux choses à remarquer. La première chose que j'ai déjà remarqué, que l'analyse de Fourier ne suffit pas. La deuxième chose est que l'exemple est un exemple quadratique, parce que la fonction x va à x.x est une forme quadratique, et cette identité, j'aurais pu écrire q de x pour n'importe quelle forme quadratique, et j'aurais eu une chose pareille, une identité pareille. Donc, on peut les appeler les fonctions de phase quadratique, c'est-à-dire les fonctions de type oméga puissance q de x, où q est un polynôme quadratique, joue un rôle très important. On va voir que, mais ce n'est pas du tout évident,
on va voir que si le nombre de progressions arithmétiques de taille 4 n'est pas à peu près p puissance moins 4, alors il y a une fonction comme ça, telle que fa, la fonction équilibrée de a, je vais l'écrire comme ça, l'espérance fa de x oméga moins q de x est assez grand. Alors, pour prouver le théorème de Meshulam, on a montré que si le nombre de progressions de taille 3 n'est pas à peu près p puissance moins 3, alors il y a une expression comme ça qui est assez grande, mais ici on avait une fonction linéaire de type a.x. Ici on va voir que pour les progressions arithmétiques de taille 4, on a la même chose, mais avec une fonction quadratique à la place de la fonction linéaire qu'on a quand on fait l'analyse de Fourier. Et pour cette raison, on appelle ce qu'on va faire l'analyse de Fourier d'ordre supérieur. Mais il y a pas mal de complications et ça va être une grande partie de ce cours d'expliquer. Donc maintenant, je vais vous donner une définition qui va être très importante pendant tout le reste du cours. Je ne vais pas vous donner tout à la fois. Je vais commencer avec les normes d'uniformité UK. Je vais commencer avec la norme U2. Soit G a un groupe abélien infini, et soit F une fonction de G au nombre complexe. On définit la norme U2 de F par cette formule F U2 puissance 4 égale l'espérance sur toute x plus y égale z plus w de fx, fy, fz conjugué, fw conjugué. Et c'est pas tout de suite évident que ça nous donne une norme, mais on peut le voir comme ainsi. Parce qu'on peut le réécrire comme ça. Pourquoi? Parce que si on développe ça, on arrive à ça. Parce que ici, on a l'espérance sur U de l'espérance x plus y égale U, et ici l'espérance z plus w égale U. On n'a plus besoin du U, et on arrive à cette expression-là. Mais une fois qu'on l'a écrit comme ça, juste automatiquement, on se dit, on va utiliser l'analyse de Fourier parce que j'ai des convolutions, j'ai des produits scalaires. Alors c'est
fais ça, en changeant des espérances aux sommes, égale par la loi de convolution, égale ça égale la norme de f chapeau L4. Donc on a la transformée de Fourier, la transformation de Fourier est une application linéaire. Et donc, pour calculer, on peut, si on veut, on peut définir le norme f U2 comme le norme L4 de la transformée de Fourier de f. Et si c'est possible, pourquoi on ne veut pas juste la définir ainsi? C'est parce que cette définition, on ne sait pas le généraliser si on veut faire des arguments pour les progressions arithmétiques de longueur plus grande que 3. Mais cette définition, on peut généraliser beaucoup plus facilement. Je vais vous montrer comment. Parce que ça, on peut réécrire comme ça. X, A, B, Fx, Fx moins A, Fx moins B, Fx moins A moins B. Et pour vous convaincre que les deux sont égales, je souligne que x plus x moins a moins b égale x moins a plus x moins b. Ça c'est pas une preuve, mais c'est une indication que c'est vrai, et c'est facile à vérifier. Et ça, on peut se dire qu'on a un carré là, ou un parallélogramme. On a x plus a, x plus b, x plus a plus b. Et il est très tentant de généraliser par augmenter la dimension, comme ça. C'est exactement ce qu'on va faire. Je vais maintenant définir la norme U3, mais la seule façon que je connais de le faire est de généraliser cette expression-là. Je serais très content si j'avais une façon de généraliser l'expression-là, mais je ne l'ai pas. Alors, peut-être, parce que ça prend un peu de temps, je vais attendre la semaine prochaine, mais il y a une chose sur la norme U2 dont je veux parler. C'est une théorème qui n'est pas un vrai théorème, c'est plutôt une proposition parce que c'est très facile, mais c'est un théorème inverse pour le norme U2. Et ça veut dire... bien, d'abord, je vais vous donner une proposition. J'ai oublié un tel que
le maximum de f des valeurs absolues de f de x est au plus 1. Il y a une relation entre la norme U2 et le plus grand coefficient de Fourier. Et pourquoi? C'est parce que bien, la norme infinie puissance 4 de la transformée de Fourier est au plus la norme 4 parce que, juste par définition, on a la somme ça c'est la somme et la norme infinie c'est le maximum. Bien sûr, la somme doit être plus grand que le maximum. Est au plus le maximum carré multiplié par la norme L2 carré. Parce que si je remplace f chapeau qui carré par le maximum, j'arrive à cette expression-là, et ça va devenir plus grand. Mais parce que la norme infinie est au plus 1, la norme 2 est au plus 1 en même temps, et donc, et par l'identité de Parseval, la norme 2 de f égale la norme 2 de f chapeau, et donc ça est au plus 1, et on a et donc, pour les fonctions qui sont bornées dans ce sens-là, on peut dire que la norme U2 et le maximum des coefficients de Fourier sont à peu près équivalents. Et ce que je veux dire est que si on sait que la norme U2 est petite, on sait que la norme le maximum des coefficients de Fourier est petit. Et si on sait que le maximum des coefficients de Fourier est petit, on sait que la norme U2 est petite. Une autre façon de le dire est que si on sait que le maximum est au plus 1, forcément la norme U2 par définition doit être au plus 1. Et donc si la norme est pas loin du maximum possible, on peut en déduire qu'il y a un coefficient de Fourier qui est assez grand, c'est-à-dire on peut dire qu'il y a un caractère tel qu'on a cette inégalité-là, c'est-à-dire il y a une corrélation entre f et un caractère. Et ça nous donne un petit peu de structure qu'on a utilisée pendant la preuve du théorème de Meshulam. Et ce qu'on va faire pour analyser les progressions arithmétiques de taille 4 est de prouver un théorème inverse pour la norme U3. C'est la prochaine norme de cette série. Et prouver que si la norme U3 est grande, on a
corrélation avec une fonction de phase quadratique. Bien, je devrais m'arrêter maintenant et je vais continuer la semaine prochaine.